Ce podcast vous est présenté par Kinvent, spécialiste de l'évaluation et de l'optimisation du mouvement humain. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast et je reçois une nouvelle fois Florence Garnier. Florence, merci de revenir. Merci à toi de l'invitation. Et c'est top parce que sur le premier épisode, on avait parlé de manière très transversale de l'ergonomie, pas mal en lien avec la prévention et finalement on a débordé pas mal sur la performance et on a déployé tout un tas d'outils sur lesquels on va revenir progressivement. Et là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur la vidéo, sur l'utilisation de la vidéo au service de la performance et de la prévention, voilà, dans un système, justement, de prise de décision affinée. C'est un peu ça, l'ergonomie du sport. C'est un peu ça ton métier, trouver des chemins qui vont aider à corriger des problèmes, peut-être détecter des problèmes parfois, en tous les cas, aider à la prise de décision des techniciens. Oui, il ne faut pas oublier que l'entraîneur, quand il regarde son athlète, il le voit faire, certes, mais le mouvement est très très court et l'œil humain ne peut pas détecter tout, ne peut pas tout détecter. Quant à l'athlète, l'œil du maquignon a une réelle importance, c'est de l'expertise pure, et en même temps a de vraies limites objectives. L'entraîneur, du coup, de par son expertise, il voit passer le mouvement et il sent qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il faut corriger ou pas, mais il peut pas tout voir. Il peut pas tout voir sur un mouvement qui dure une seconde et demie. Et qui est ultra complexe, multi-axe, multiplan. Multi-axe, multiplan. A fortiori, encore une fois, sur les sports aquatiques où ça se passe sous l'eau. Voilà, l'entraîneur ne peut pas vraiment voir ce qui se passe sous l'eau. Donc, il a besoin d'une aide extérieure. Et l'information vidéo, elle a un intérêt pour l'entraîneur, mais pour l'athlète également, parce que l'athlète, lui, il ne se voit pas. Il se sent, mais il ne se voit pas. Et des fois, ils nous disent, mais je fais comme ça. Non, non, tu ne fais pas comme ça. Regarde. Ouais. Ah ouais. En fait, C'est incroyable le différentiel entre ce que l'on perçoit, ce que l'on pense et ce que l'on fait vraiment. Alors juste pour représenter Florence très rapidement, avant de se jeter dans l'eau, à corps perdu dans l'eau et dans la vidéo. Donc, elle a été pendant des années au service de la fédération de natation en tant qu'ingénieure de performance. Aujourd'hui, elle travaille pour son propre compte dans la société SP Carré et donc spécialiste d'ergonomie. Elle a énormément utilisé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, et vous devez en savoir plus, allez donc voir la première vidéo qu'on a fait sur le sujet et par ailleurs son profil LinkedIn qui est particulièrement alimenté en contenu sur SP Carré, Florence Garnier. Voilà, ça c'était la petite présentation version courte et donc on va parler de vidéo au service de la performance parce que c'est de plus en plus un outil, je vais le mettre dans cet ordre-là, c'est un outil de plus en plus précis, de plus en plus mobile, de plus en plus embarqué, qui bénéficient d'outils d'analyse qui eux aussi sont de plus en plus précis mais aussi abordables et financièrement mais surtout technologiquement. C'est vrai qu'on a dépassé les toutes premières versions de Dartfish qui demandaient des heures et des heures de formation pour aller de plus en plus sur des outils que peuvent appréhender maintenant les entraîneurs et les gens qui nous regardent. Complètement. Et d'ailleurs, c'est vrai que tous les outils qui ont été développés au début des années 2000, mais c'était réservé à une espèce d'experts de l'information et de la technologie. Un peu geek, ouais. Un peu geek, qui passait des heures à cliquer, des heures à manipuler. Et du coup, effectivement, à cette époque-là, les entraîneurs, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Donc, ils avaient besoin d'avoir un petit coup de main. Petite parenthèse, ils ne l'ont toujours pas. Et les outils évoluent dans ce sens-là aussi. Voilà. Et tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que les entraîneurs n'ont toujours pas le temps de le faire et en même temps, ils en ont besoin de ces outils. Donc, c'est là que se loge souvent la différence à très haut niveau. On voit l'écart de performance des records mondiaux ou de la couleur du métal sur les Jeux Olympiques. Des fois, il y a un vrai écart encore, ça arrive. Mais des fois, ça se joue à une phalange. Donc, concrètement, ces outils qui vont permettre des fois justement de trouver le gap qu'on va pouvoir compléter et passer devant, c'est crucial. C'est crucial à la fois effectivement pour la performance en tant que telle, c'est-à-dire que je reprends l'exemple du 50 mètres nage libre que j'ai déjà abordé la dernière fois. Un 50 mètres nage libre,
Le plongeon, la partie plongeon, le start dans sa phase aérienne dure 1 seconde et demie, grand maximum. Mais elle conditionne l'entrée dans l'eau, elle conditionne la coulée et la reprise de nage. 15 mètres. 15 mètres sur 50. Donc si on a une mauvaise position sur le plot au moment du start, on a beau être très vite dans l'eau. On a beau être très vite dans l'eau, on a beau nager très très vite sur les 35 derniers mètres, et ben on a quand même perdu sur les 15 premiers mètres. 15 premiers mètres, ça fait donc 30% de la course. C'est de la performance instantanée. Ce que je dis souvent, c'est que, bon, je ne prêche pas pour ma paroisse en disant ça, mais la prépa physique, ça se mérite, quoi. C'est-à-dire que concrètement, pour devenir un peu plus fort, un peu plus vite, ça va prendre des mois, des années parfois, pour des gains marginaux qui, des fois, ne se transfèrent même pas dans l'activité. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais si on peut corriger le positionnement d'un orteil et l'orientation d'une poussée sur un plot qui va nous faire gagner tout de suite des dixièmes de seconde. Et conjointement, du coup, comment dire, la partie effectivement mécanique, de dire avec la vidéo, on a vu un truc et ça va être immédiat, il ne faut pas non plus y croire. Fantasmer. Enfin, c'est pas un fantasme. Non, mais tu prenais un exemple quand même de positionnement de pied au start. Oui. Où voilà, il fallait travailler pendant des jours pour trouver ce réglage, oui. Mais n'empêche qu'une fois qu'on l'a trouvé, l'amélioration est immédiate. L'amélioration est immédiate. Par contre, l'athlète, dans ses sensations, pendant quelques semaines, voire quelques mois, il ne va pas se sentir très très bien. Se déstructurer. Voilà. Et puis, il faut quand même compter quelques mois avant que ça soit complètement automatisé, intégré par le corps, que oui, c'est ça la nouvelle position de référence et c'est là où tu te sens bien. Voilà. Donc, et du coup, comme je disais, conjointement à la préparation physique, il y a un travail à faire. Il ne faut pas penser l'entraînement, la préparation physique, l'analyse vidéo. Non, ils sont tous les trois l'un au service de l'autre. Ils travaillent en synergie. Voilà. Il faut vraiment rentrer dans des logiques systémiques. Voilà, exactement. C'est comme de dire un athlète, j'avais vu une étude une fois, et c'était les prémices de la modélisation. Alors, il fallait être indulgent avec eux, la modélisation numérique, où une équipe de scientifiques, il me semble que c'était Orléans, ça devait être Mathias Sanson, je crois, qui avait fait sa thèse là-dessus. Et Mathias, si tu regardes ce podcast, je trouvais que c'était une étude absolument formidable, et je te le dis sincèrement. Tu sais très bien, je te l'ai déjà dit d'ailleurs en face à face. Il avait modélisé le bras du nageur qui nage. Donc l'avancée technologique, c'était extraordinaire. Mais oui, mais un nageur, c'est pas un bras. C'est-à-dire qu'après, si tu vas voir un entraîneur et tu lui dis « Regarde, tu vois le bras de ton nageur, il fait ça. » Et oui, mais et le reste? Et le reste, ouais. Et le reste. Donc un nageur, c'est un système. Et un athlète, je ne parle pas en tant qu'être humain du coup, là je parle en tant qu'athlète, c'est un système avec des entraîneurs, un staff autour, et tout le monde doit travailler en synergie. Il ne faut pas penser qu'un élément sera la clé de la performance. Ouais, donc tu sais que moi j'ai vécu et travaillé en Grande-Bretagne. On a fait un beau cycle olympique. Et ils sont très portés sur la data, très portés sur l'analyse vidéo. Et c'est vrai que du coup j'ai très vite été baigné dans cette culture-là. Et la vidéo est quelque chose qui rassemble. C'est un truc qui m'a marqué en optimisation de la performance. C'est que la vidéo est un moment où on rassemble tout le monde autour d'une analyse, prep physique, sciences du sport, kiné même, évidemment technicien, et au cœur de ça, l'athlète qui se voit d'un autre point de vue, avec des niveaux d'analyse complètement différents. Et c'est vrai que la vidéo va permettre de mettre en exergue des problématiques mécaniques, des problématiques techniques, des problématiques physiques, des problématiques physiologiques. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de superposer des fréquences cardiaques, superposer des informations, des variables physiologiques diverses et variées selon les sports. Et encore une fois, avec toute la modestie du monde, cet outil enrichit de la prise à décision collective. Complètement.
la vidéo permet de déceler, de mettre en évidence vraiment ce qui va et ce qui ne va pas, et de poser les questions autour de, justement, comment faire pour que ce qui va continue à bien aller, voire même aille encore mieux. Perturber et, voilà. et le transcender. Et ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas? Quel est le problème? Et comment on peut résoudre ce problème sans pénaliser le reste? Mais voilà, la vidéo, c'est l'élément qui permet de mettre en évidence les défauts et les qualités. Et après, tout le staff, comme tu dis, doit participer à la réflexion parce que l'ergonome, en tout cas le scientifique, n'a pas forcément, on n'a pas la science infuse, donc on ne connaît pas tout dans tous les domaines. Donc on peut avoir des idées, mais c'est important d'écouter les idées des autres aussi. Alors encore une fois, le passage de l'analogique au digital a tout changé, hein, ça a complètement explosé en plusieurs phases évidemment, mais il y en a une particulièrement accélérée depuis quelques années avec les nouveaux outils web et les nouveaux outils de captation. Clairement, on a progressé dans la prise de vidéo, dans la prise de vue. On a progressé dans la portabilité des outils, c'est-à-dire que les outils high-tech sont beaucoup plus précis, mais les outils nouvelle génération de smartphones permettent d'avoir déjà de la prise de données plus modeste, mais ultra transportable et hyper facilitée. Mais on a aussi progressé ensuite dans les outils de traitement de ces vidéos, que ce soit les outils de montage ou les outils de décodage de la vidéo et d'analyse. Et ensuite dans la maîtrise de l'analyse vidéo en termes de savoir-faire pur. Et c'est là-dessus que tu vas aussi nous éclairer. Alors je te coupe juste et je voudrais vraiment pointer du doigt, comme tu dis, maintenant la captation vidéo, c'est quelque chose, c'est un élément qui est très facile avec, comme tu dis, les smartphones, les tablettes, les machins. Et je voudrais quand même, encore une fois, sans être donneuse de leçons, mettre en garde contre l'effet pervers de ça. Il ne faut pas systématiser la vidéo. Ça reste un outil parmi d'autres. Hein. Ça reste un outil parmi d'autres et il ne faut pas que chaque séance ou que chaque compétition soit l'objet d'une vidéo qui soit prise en plus avec des angles plus ou moins bons, plus ou moins intéressants et qui pourrait donner du coup des fausses informations. C'est-à-dire que si on veut filmer une course de natation pour pouvoir faire une analyse de course, bon, le mieux, c'est quand même d'être perpendiculaire au bassin, mais si on n'y a pas accès à cette position-là et qu'on veut faire la vidéo quand même et qu'on la fait en travers, on va faire l'analyse de course et forcément, en termes de précision et en termes de qualité, il faudrait pas que on risque d'avoir des mauvaises informations. Et prendre des mauvaises décisions. Et puis, il ne faut pas que ça tourne à l'obsession non plus. C'est-à-dire que concrètement, voilà, à un moment donné, on organise une prise de mesure, on organise une analyse, on cherche à accomplir des choses. Il ne faut pas que ça tourne systématiquement à la consommation de temps. Parce que même si on a divisé le temps de captation, traitement, analyse, probablement par 10 en 10 ans, et ça s'est encore accéléré sur les 5 dernières années, reste que on a une séance de prise de vue, une séance d'analyse, et puis ensuite une séance d'interaction avec l'athlète. Donc tout ça prend du temps, c'est du temps qu'on ne consacre pas à d'autres choses. Si on veut le faire bien. Si on veut le faire bien. C'est du temps qu'on ne consacre pas à autre chose, donc ça ne peut pas non plus être systématique. Il faut, non. Et il ne faut pas que l'athlète sorte d'une course et que son premier réflexe, ce soit je vois ma vidéo. Faire ma vidéo, non. Ouais. Non, le premier réflexe doit plutôt être quelles ont été les sensations. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on tombe là-dedans, hein, entre les faits réseaux sociaux, le réflexe digital des jeunes athlètes. C'est TikTok immédiatement. Hein, on en est là. Donc il y a une obsession de l'image en général. Et donc c'est le rôle de l'entraîneur et de l'ergonome du sport, des ingénieurs qui accompagnent les entraîneurs. Ça va presque être de freiner le truc maintenant. Oui. Là où il ne voulait pas être filmé il y a 10 ou 15 ans, et encore moins prendre du temps à se regarder, on est dans une autre génération. Oui. Où les athlètes entre eux se filment les uns les autres. Ouais. Et s'entre-analysent et prennent déjà des mauvaises informations entre eux. Alors qu'ils
qui n'en ont pas les compétences, parce que ça s'acquiert quand même de faire de l'analyse technique. Bémol hyper important à mettre d'emblée, ouais, je suis d'accord. Alors on a parlé un peu de la captation dans le dernier épisode, on ne va peut-être pas revenir trop dessus. On a parlé des limites aquatiques, des limites technologiques, on a parlé des perspectives technologiques avec des caméras hyper modernes comme Kinect par exemple, qui permettent de détecter le corps dans l'espace. On a parlé de la nécessité de choisir les plans. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu voudrais préciser sur la prise de mesure? Sur la captation vidéo en elle-même, non, pas nécessairement. Je pense qu'on a déjà bien couvert le truc, je suis assez d'accord. Donc encore une fois, allez voir cet épisode fantastique, un peu dense, qu'on a fait, qui dure presque 3 quarts d'heure. Même. Et là, ce dont on pourrait parler maintenant, ce sont justement les nouveaux outils de traitement de la vidéo qui font gagner un temps fou. Oui, les premières analyses qui se faisaient sous les Dartfish de 2003, mais ça prenait un temps fou. C'était déjà pour l'époque de superbes outils. C'était magnifique, mais ça demandait déjà des heures et des heures de formation. Initiale, ouais. C'était une vraie compétence. Il y avait des entraîneurs certifiés Dartfish qui pouvaient utiliser l'outil et ceux qui ne pouvaient même pas l'ouvrir. En fait. On l'ouvrait. Moi, je me rappelle, mon premier réflexe, comme Photoshop. Tu sais, 90% des gens qui ouvrent Photoshop, la première fonction qu'ils font, c'est de le fermer. Et ben, c'était pareil avec Dartfish. Là, on est loin de ça aujourd'hui. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Là maintenant, on est sur des outils qui sont tellement intuitifs. Alors déjà les outils sont intuitifs et nous, on a appris à se servir de ces outils aussi. On est sur des générations maintenant, les jeunes ergonomes du sport qui arrivent sur le marché du travail et qui ont 20 ans, 25 ans, ils sont baignés là-dedans. Ouais. Voilà. Les jeunes entraîneurs... Ils sont déjà acculturés. Il y a Et voilà, les jeunes entraîneurs qui commencent à utiliser ces outils-là, ils connaissent. Ça ne leur pose pas de problème de s'imprégner de ces outils parce qu'ils sont acculturés à ça. Et ça, c'est important de le dire aussi. Non seulement les outils changent, mais les hommes ont changé aussi. Clairement. Et leur rapport à l'outil. Et leur rapport à l'outil. Du coup, les outils, aujourd'hui, le digital, il y a même des outils d'analyse en ligne. On n'a même plus besoin de logiciels installés sur un PC hyper puissant. La moindre tablette a déjà toute la puissance nécessaire pour traiter l'information. Exactement. Il y a des logiciels, donc des logiciels, des applis pour tablette et pour smartphone où effectivement on peut filmer et immédiatement on annote les angles, on fait des ralentis, des zooms. C'est très très facile, c'est très très intuitif. Peut-être un peu trop même, finalement, puisque du coup on a tendance à faire beaucoup et on est noyé sous une masse de données et d'informations dont on ne sait pas forcément quoi faire derrière. Et ça fait partie de la 3e partie. Juste avant d'y aller, dans cette 3e partie où on analyse et on sort la data, et c'est le rôle encore une fois de l'ingénieur ou du data scientist ou du sport scientist ou du préparateur physique, ça dépend des structures qui est en charge de ça, de mettre à disposition de l'entraîneur du contenu pertinent, du contenu utile. C'est un premier filtre.
on peut imaginer que de plus en plus les outils vont le faire eux-mêmes et que peu à peu, le big data va nous permettre de sortir de l'info pertinente et on va savoir de plus en plus ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Avant ça, quand on capte de la vidéo, ce qui est important, tu en parlais, c'est le frame rate, c'est la fréquence d'enregistrement. Alors sur des caméras à très haute fréquence et très haute qualité, le sujet ne se pose pas, mais quand on capte de l'information avec des smartphones, par exemple, sachez que tous les smartphones ne sont pas égaux, et y compris dans le très haut de gamme. Je l'expérimente depuis quelques années avec Jean-Benoît Morin. On est en train de travailler notamment sur l'élaboration d'une nouvelle application de testing avec un autre Garnier d'ailleurs, qui s'appelle Clément, qui est un ingénieur avec qui je travaille là-dessus, et on se rend bien compte que les capteurs et physiques et logiciels Apple, par exemple, sont devant les systèmes Android qui doivent dealer avec plein de types de caméras différentes, et du coup, clairement, quand on mesure par exemple un profil force-vitesse ou une impulsion au sol, il nous manque des images sur... pourtant, je suis chez Samsung, je n'ai pas d'action Apple, j'ai un Note 20, donc le plus top du top des smartphones Samsung, et c'est moins bien que même la génération précédente d'iPhone en termes de nombre d'images affichées à l'écran. Quand on fait un vrai ralenti, image par image, il me manque des images sur mon Samsung. Oui. Ça pose de vrais problèmes. Donc, choisissez bien vos outils, non pas en fonction de la mode ou de ce que vous aimez manipuler, mais de ce que vous voulez vraiment faire. Si vous voulez beaucoup d'images, il vous faut un iPhone. Voilà, bien réfléchir effectivement à la fréquence d'acquisition des images, parce que c'est vrai que sur un sport type athlétisme ou natation, où un mouvement dure 1 seconde à tout casser, si on enregistre à 25 images par seconde ou à 100 images par seconde, on ne voit pas la même chose. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y a quasiment 15 ans, quand j'ai commencé un petit peu à faire de l'optimisation de la performance et qu'on n'avait que des images, que des enregistrements à 25 images par seconde, et de temps en temps, on voyait qu'il se passait quelque chose, et puis il manquait une information entre deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il manque une image. Et on ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et on ne savait pas. Donc on le voit, on a utilisé beaucoup MyJump pour mesurer les profils force-vitesse. D'ailleurs, on le fait en vertical et en horizontal aussi, ce qui est intéressant pour le plongeon. Et voilà, les iPhones, à partir de l'iPhone 6, ils sont en 240. Les iPad Pro, à partir il y a 3-4 ans, ils sont passés en 120. Donc 120, déjà, il nous manque des images par rapport aux 240, c'est clair. Ça suffit à faire des profils force-vitesse assez précis, mais on est en dessous en termes de qualité. Les derniers Android sont encore un peu en dessous de ça. On a du mal à l'évaluer parce que ça ne l'affiche pas. Mais on est encore un peu en dessous de ça pour... niveler le système par rapport à tous les devices qui sont proposés par les fabricants. Et du coup, ça pose des vrais problèmes. Et l'autre élément à prendre en compte aussi, c'est la qualité de l'image. Elle-même, ouais. Voilà, en gros, le nombre de pixels sur une image. Parce que déjà, plus on est loin et moins on voit bien. Donc quand on veut filmer une course depuis les gradins, si on est ne serait-ce qu'en 1080, l'athlète, il est flou quand même. Ouais, il faut. Donc, ne pas hésiter finalement à augmenter la qualité. Effectivement, c'est peut-être pas le même prix, mais 2,7K, 4K. Et maintenant, on monte jusqu'à 8-10, il me semble. Bon, ça fait des vidéos extrêmement lourdes, extrêmement lourdes à traiter. Mais si on néanmoins, va dans le haut niveau et dans la précision. Mais néanmoins, voilà, si on veut faire du haut niveau, il faut ça. Alors, troisième phase, du coup, on a enregistré, on traite l'information de manière assez rapide, assez précise, assez facile. Aujourd'hui, comment on extrait de l'information précise au service des entraîneurs maintenant? Alors ça, c'est une grande question. C'est déjà une grande compétence et une expertise, j'ai envie de dire, qui s'acquiert avec le temps. C'est-à-dire qu'on doit avoir ses convictions. On doit avoir ce qu'on appelle un modèle théorique. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et que j'encourage les gens à fonctionner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir son analyse du chapeau. Voilà, on n'est pas des magiciens, on n'est pas
on n'a qu'à dire qu'il faut se raccrocher à un chemin. Il faut se raccrocher effectivement à de la science et à de l'expertise. Et donc, se créer son modèle théorique. Donc pour ça, le mieux, c'est de lire de la littérature scientifique, hein, pas des thrillers, ça ne sert à rien. Donc vraiment, voilà, aller chercher dans la littérature scientifique ce qui est dit sur le sujet, confronter des opinions de scientifiques qui ne vont pas forcément être d'accord, mais c'est essentiel. Et puis, regarder ce que font les athlètes eux-mêmes. C'est-à-dire que, je reprends encore l'analyse du plongeon parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus et que ça s'y prête bien parce que c'est en dehors de l'eau. Voilà, et que ça s'y prête bien, effectivement, et que j'ai pu assez aisément avoir accès à des vidéos d'athlètes internationaux, parce qu'on les accueille sur des compétitions. Donc j'ai pu faire des vidéos des meilleurs athlètes mondiaux. Et donc j'ai analysé, mais je ne sais pas combien de centaines de plongeons j'ai pu analyser pour chercher tous les points communs à ces athlètes. Et on peut clairement dire que si tous les athlètes le font, c'est peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Et puis j'ai cherché aussi ce que chaque athlète faisait de différent des autres. Et je me suis posé les questions déjà, pourquoi il le faisait? Est-ce que c'est problématique physique, mécanique, physiologique, culturelle? Parce qu'un athlète qui vient d'Afrique du Sud et un athlète qui vient de Suède, ils n'ont pas la même approche de leur sport. Ouais, tout à fait. Et donc, ils ne pratiquent pas de la même manière. Donc, voilà, j'ai confronté tout ça. Donc, j'avais ma base scientifique, ma base empirique. Et j'ai passé tout ça à une mixture pour essayer de comprendre quels étaient les points clés d'un start. Qu'est-ce qui faisait qu'un start était réussi, en tout cas se rapprochait de la perfection, si tant est qu'on puisse y arriver. En tout cas, des meilleurs résultats. Quoi. Des meilleurs résultats, exactement. Et donc, à partir de là, je savais ce qu'il fallait faire, en tout cas ce qu'il fallait essayer de faire pour réussir à avoir un start. Et donc, quand on analyse après une vidéo d'un athlète, on garde ça en tête. Alors, toute la littérature nous dit ça, tous les meilleurs font ça. Est-ce que l'athlète que je suis en train de regarder fait quelque chose qui va dans ce sens-là, ou est-ce qu'il fait quelque chose de complètement différent? Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce schéma-là aussi, c'est que des fois, on voit des grosses discordances entre ce que dit la littérature et ce que font les athlètes, et même les meilleurs athlètes internationaux. Je vais reprendre... Et c'est donc là qu'il faut avoir des convictions, mais pas de certitude. Exactement. Et du coup, avoir des questions à se poser en permanence. Et ça, c'est bien. Je prends un exemple. En natation, on nous dit toujours, en crawl et en papillon, que lorsque la main passe à la perpendiculaire de l'épaule lors du trajet moteur, il faut que la main, le coude et l'épaule soient alignés. Parce que biomécaniquement parlant, et en termes de mécanique des fluides, c'est la position optimale. Sauf que moi, j'ai eu la chance de pouvoir filmer tous les meilleurs athlètes du monde qui étaient venus sur des compétitions en France, et je les ai pu les filmer sous l'eau. Ça a été assez exceptionnel. D'ailleurs, on a été la seule nation à jamais le faire sur un meeting international, à des fins scientifiques, j'entends. Et je me suis rendu compte qu'aucun ne le faisait. Hyper intéressant. Aucun ne le faisait. Mais pourquoi? Alors pourquoi on leur dit de le faire? Et en tout cas, on dit à nos athlètes des tout petits, il faut que tu fasses comme ça. Ah ouais, mais en fait, non, ils ne le font pas. Les plus performants ne le font pas. Pourquoi? Et donc, voilà, il faut avoir, comme tu dis, des convictions. Et en même temps, se laisser la possibilité d'avoir des chemins inverses. C'est hyper intéressant. Effectivement, d'abord, il faut laisser un peu de magie. Je pense que le désenchantement du monde a ses limites aussi. Et en très haute performance, on le voit plus qu'ailleurs. À un moment donné, il y a un truc déraisonnable, presque magique sur la haute performance. Je reste persuadé que les sciences peuvent parfois nous perdre en route à chercher toujours un détail trop précis. Il faut des fois prendre un peu de recul
rester humble par rapport à ce qu'on va observer. Et puis ensuite, le deuxième élément qui ressort de ce que tu me dis et que je partage pleinement, c'est la connaissance fine spécifique de ce que l'on cherche à analyser. C'est-à-dire qu'une des limites probablement de la science, c'est que les gens sont spécialistes en mécanique, sont spécialistes en physiologie, sont spécialistes en plein de secteurs, puis souvent ils ne sont pas nageurs. Et du coup, leur analyse va être parfois naïve et donc riche, et puis souvent naïve et donc un peu biaisée, un peu simplifiée, et passer à côté de finesse qui ne s'acquiert qu'en pratiquant des années et des années, et en observant des années et des années la discipline spécifique. Donc c'est vrai que c'est important de garder vachement d'humilité par rapport à tout ça, et de se dire, ok, j'ai mon chemin, j'ai mon cadre méthodologique, il est nécessaire, et en même temps, je m'autorise toute transgression nécessaire à l'optimisation de la perf. Exactement. Je reprendrai un dernier exemple qui va aussi dans ce sens-là, c'est que pendant des années, et je pense que tous les entraîneurs de France l'ont fait, c'est de dire, quand tu nages en crawl, attention, tu ne respires pas tu ne respires pas au dernier mouvement avant le virage, et tu ne respires pas au premier mouvement après le virage. Ça, on l'a tous entendu, aussi bien en tant que nageur qu'en tant qu'entraîneur, on l'a tous entendu dire et on l'a tous dit. Et sauf que, en faisant des analyses vidéo de compétition, on s'est rendu compte qu'un nageur de 1500 mètres qui fait ça en bassin de 25, il passe un tiers de sa course en apnée. Alors, questionnement, est-ce qu'on continue dans cette direction-là en disant, oui, mais on l'entraîne à l'apnée, à être capable de performer sur un 1500 qui dure 15 minutes quand même, en passant un tiers de son temps en apnée, ou est-ce que finalement, c'est pas grave s'il respire avant et après. Après, moi, je ne suis pas entraîneur, c'est pas à moi de prendre cette décision. Mais en tout cas, tu délivres des informations. Mais en tout cas, voilà. Et je pense que ça peut révolutionner en tout cas les méthodologies d'entraînement. Avec l'éruption d'un peu plus de gestion de l'hypercapnie et de la respiration et de l'apnée dans les performances explosives, ça a du sens, ça a du sens. C'est partie des thèmes que je vais aborder avec un autre invité, spécialiste de respiration, justement, très bientôt. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous une nouvelle fois. C'est super de t'avoir eu. Tu reviens vraiment quand tu veux. Florence Garnier, vous pouvez la suivre sur SP Carré, sur les différents réseaux sociaux, principalement LinkedIn, voilà, où elle est très active. Donc n'hésitez pas à vous mettre à jour, à suivre ces nouvelles publications. Vraiment, merci encore une fois d'être venu. Cet épisode fait partie d'une trilogie que vous pouvez retrouver en avant-première et en exclusivité sur le e-campus de Transfert, mon partenaire digitalisation. Vous nous écoutez peut-être sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous avez peut-être regardé sur YouTube, mais n'hésitez pas à regarder sur mon site web, broussal-derval.com, parce que vous aurez une version enrichie de cet épisode et d'autres épisodes d'ailleurs, avec du contenu téléchargeable exclusif. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Flo, à très bientôt. Salut! C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.